le collectif Barbare. Je suis issu du monde du disque, du management de groupe et de la gestion d'entreprises culturelles. J'ai travaillé longtemps au Jardin Moderne à Rennes. Et depuis 2 mois, je travaille avec l'équipe Barbare pour la mise en place de ces stages généraux que je vais avoir le plaisir d'animer ce soir. Grosso modo, les stages généraux ont été mis en place par le festival, par le collectif Barbare, en lieu et place du festival qui se tient normalement chaque fin d'année, chaque fin de mois de novembre, donc à la même époque. Du fait du confinement, le conseil d'administration de l'association Fédération Culture Barbare a décidé de mettre en place des discussions, des débats, des échanges autour du monde de la fête, autour du monde de la nuit, autour du spectacle vivant, pour voir ce que pensaient les uns et les autres des différentes professions, pour se projeter aussi dans l'avenir, donc avec l'objectif de dresser un état des lieux, de lister des enjeux, des pistes, des alternatives, des préconisations pour l'avenir et de faire en sorte que ces pistes soient synthétisées dans un livre blanc qui serait remis aux décideurs courant du mois de décembre si les choses vont bien. Ça veut dire que chaque débat a un rapporteur qu'on attend encore. Donc je vais laisser se présenter les gens qui sont arrivés, les conférenciers invités là. Je finirai par l'initiatrice de ce débat-là. Je vais demander dans un premier temps à Alessio, le premier qui nous a rejoint. Bonjour Alessio, peux-tu nous dire rapidement qui tu es? On t'entend pas bien? J'avais oublié le micro. Bon, ça commence. Okay. Donc, Alessio Barrazaritore, étudiant en histoire à Lorient et vice-président étudiant de l'Université Bretagne Sud. Ok, super. Merci. Vincent? Oui. Donc, bonjour Vincent. Donc moi c'est Vincent Jugé, donc je dirige le Shamrock, le bar Le Shamrock à Lorient. Donc le Candy Pub également avec Marine, et puis dernièrement le Moss avec Marine et Anna. Ok, super, bonjour, bienvenue. Je vois que Muriel nous a rejoint. Tu es là, Muriel? Oui. Oui, bonjour. Bonjour Muriel, bienvenue. Merci. Peux-tu rapidement nous dire qui tu es? Tu seras la rapporteuse du débat de ce soir. Et... Ouais, c'est ça. Donc, je suis secrétaire pour une association Chaud comme la Bresse qui est sur Lorient, Pleumeur principalement. Et qui fait quoi? Et qui organise des événements et entre autres des événements en musique électronique, palais électronique, ce genre d'événements depuis 2 ans déjà principalement. Ok, très bien. Sois la bienvenue. Merci. Victor? Oui, bonsoir à tous. Du coup, Victor, moi je suis musicien dans le groupe The French Touch NZ. Du coup, moi je suis à Montpellier. Après, enfin voilà, nous on a joué un petit peu partout. On avait joué d'ailleurs à Barbare, pour Barbare, il y a 2 ou 3 ans. 2 fois, on avait joué au Rouge Mécanique, au Chat Noir aussi, dans les bars de Nantes. Et voilà, donc musicien un petit peu partout. Super, bienvenue depuis Montpellier. Est-ce que Jessica est arrivée? Non? Frédéric? Non? Oui, Frédéric, oui, je suis là. Bonjour Frédéric. Ouais, bonsoir. Donc moi, je suis distributeur de boissons en Bretagne. Voilà, je livre d'ailleurs 3 belles affaires que je vois en face de moi sur l'Orient. Voilà, donc moi, je suis impacté par ce qui se passe en tant que fournisseur. Hein. Donc ça permettra d'avoir peut-être une autre approche. Ok, très intéressant. Merci beaucoup pour ta présence. David Milbeo est-il toujours avec nous? Alors, excuse-moi, Yacine, je voulais juste savoir, il y a quelqu'un dans les spectateurs dit Dolphine qui lève la main. Je me demandais si c'était quelqu'un, un intervenant. On la connaît. Elle n'est pas intervenante, mais... Elle pourra patienter qu'on lance quand même la discussion, que tout le monde se soit présenté, éventuellement? Pas de problème. Ok, alors Marine, tu es l'initiatrice. Dis-nous d'abord... excuse-moi, il y a David qui vient de revenir. David?
David Milbeo, directeur adjoint du collectif Culture Barbare, donc, qui, avec l'équipe autour, on a hâte d'entendre toutes les idées pour faire avancer les choses. Ok. Et donc, je reviens sur Marine. Tu peux te présenter, Marine, s'il te plaît, en quelques mots? Ouais, je vais laisser juste Elvin avant, peut-être. C'est bon, Ah, on pardon. m'entend? Non, il n'y a pas de souci. Ah, salut, Elvin. Donc moi, c'est Elvin, organisateur de soirée et DJ pour l'association Submarine Project à Lorient. Ok, bienvenue. Merci. Donc, on a fait le tour. C'est à toi, Marine, alors? Bah, moi, je tiens le bar, le Candy Pub à Lorient. Et puis, j'ai acheté la discothèque, le MOS, le 4 mars. Donc, tu n'as pas encore ouvert. Il n'est pas encore ouvert. Donc, Ok. si on a ouvert un peu en bar cet été, mais avec les charges d'une discothèque. Donc, on a fermé au mois de septembre. Là. D'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. On est sur un débat autour d'une question qui est assez centrale, que tu poses à travers ce débat-là. Tu te demandes si le secteur de la nuit, le secteur du spectacle vivant, donc les cafés, les discothèques, le monde du soir, si ce monde-là doit être sacrifié quand il y a une pandémie. Et tu pars de l'hypothèse qu'on entend beaucoup, que les pandémies ne seront pas éradiquées après ce Covid, que donc c'est le réchauffement climatique, la fonte du permafrost qui fait qu'il y a des virus, des microbes, des bactéries qui vont sûrement recroiser la route de l'homme. Comment t'es arrivé, toi, à cette question-là? Donc, comment t'es arrivé à vouloir mettre en place cette discussion et ce débat-là? Parce que en fait, ça fait là depuis le mois de mars. Alors, il y a eu une petite accalmie cet été où dans certains départements, il y a pu y avoir des choses qui se sont organisées. Mais globalement, quand même, depuis le mois de mars, à part si les gens organisent des fêtes chez eux ou des choses comme ça, dans les établissements où habituellement il y a des concerts, il y a des soirées, il y a de la musique, voilà, et dans les discothèques forcément, mais qui font partie de ces lieux, je pense, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien, et non seulement il ne se passe plus rien, mais en plus, je trouve que les perspectives, elles ne sont pas très réjouissantes, quoi. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont solutionner le problème, mais c'est vrai que ce que je me dis, c'est que de toute façon, des pandémies, il y en aura d'autres. Moi, c'est quand même ce qu'on nous dit depuis quelques années. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions pour éviter qu'il y ait des secteurs d'activité qui soient complètement laissés sur le carreau et des pans à mon sens, des pans de l'économie qui soient carrément sacrifiés. Voilà pourquoi ce débat. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux, du coup, Shamrock, la discothèque Le Mos, c'est clair. Donc, tu l'as acheté, depuis que tu l'as acheté, tu n'as pas pu l'ouvrir. En fait, on devait ouvrir le 14 mars. Mauvais timing. Donc, le 14 mars, je crois que c'est le premier jour du confinement, non? Ouais. Ok. Ouais, on est des poissards. Et les bars, alors, le Shamrock, tu peux nous, rapidement, le Shamrock, il y a un deuxième bar, je n'ai pas noté le nom, excusez-moi. Le Candy Pub. Voilà, le Candy Pub. Donc, c'est deux bars différents qui sont situés à Lorient. Ouais. C'est ça. Ok, café-concert, tous les deux. Le Candy plus que le Shamrock. Ok, donc comment vous avez vécu le premier confinement du point de vue de ces deux endroits-là? Disons que le confinement en lui était assez dur. Après, la réouverture a été plus réjouissante parce qu'on a eu l'autorisation par la mairie de pouvoir exploiter des terrasses un peu plus, beaucoup plus grandes que la normale. Bon, je pense que ça a été un peu partout en France, ça. Donc, ce qui nous a permis de bien travailler, de même très bien travailler.
Bon, voilà. Après, ça, je parle de ça pour le Shamrock parce que donc on n'a pas tellement de bars à côté. Le Grand Pub, c'est plus difficile parce que il est entouré de 2 bars, donc on n'a pas eu d'extension de terrasse. Et étant un bar plus concert DJ, donc sans faire de soirée, disons, dansante, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ok, c'est surtout des cafés qui accueillent en intérieur. Ouais. Ouais. Ok, donc avec des nouvelles jauges à respecter. Ouais. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, les deux sont forcément fermés. Ouais. Donc, il n'y a plus aucune activité du tout, ni pour l'un ni pour l'autre. Non, il n'y a pas du tout d'activité. Donc voilà, pareil, hein, des promesses d'aide hein, qu'on a eu aussi avec la discothèque Le Moss. On a eu des promesses d'aide qui sont arrivées, hein, certes, hein, mais qui sont arrivées quand même très tard. Nous, ça n'a pas été, trop grave pour nous, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de discothèques qui, par le biais de ce retard-là, ont dû fermer. Donc voilà, c'est vrai que l'opinion publique se rend pas tellement compte de l'impact que ça a, mais c'est vrai que le fait de tarder à avoir les aides fait qu'il y a énormément d'établissements qui ont dû fermer à cause de ça, quoi. Donc, les aides sont arrivées tard, tu veux dire? Ouais, elles sont arrivées très tard. Elles sont arrivées. Alors, non seulement elles sont arrivées tard, mais elles sont arrivées en bataillant. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords qui ont été faits. Le gouvernement a changé clairement 80% de ce qu'il y avait dans cet accord-là. Et on fait passer les aides. Et après, on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on avait convenu. Donc après, ils l'ont changé, etc. Et puis en fait, ça a traîné. Donc j'espère que ça prendra pas autant de temps pour les bars. Mais voilà, après, c'est sûr qu'on a la chance de pouvoir les avoir, ces aides. Hein. C'est sûr que dans d'autres pays, on est bien conscient que c'est une chance. Maintenant, c'est aussi. Bon, voilà, on attend, mais c'est sûr qu'il y aura énormément de dégâts sur tout le secteur, parce que c'est vrai que le secteur bar, discothèque, ça englobe quand même beaucoup de choses. Ça englobe tout le milieu du spectacle, ça englobe, ça englobe énormément d'emplois. Pour vous, en l'occurrence, si on cumule Shamrock, Candy Pub et Moss sur une saison régulière, même si Moss n'est pas encore ouvert, ça fait combien de personnes qui sont concernées au niveau des équipes? Au niveau de l'emploi en général? Ouais. Alors c'est une vingtaine, mais c'est une vingtaine d'emplois, on va dire directs. Après les emplois indirects, il y en a énormément parce que donc on fait venir beaucoup d'artistes, on fait venir beaucoup d'extras, notamment pour le festival où il y a énormément de. Tu vois, par exemple au Shamrock en 10 jours, on fait 19 concerts. Enfin voilà, tout ça, ça engendre quand même beaucoup de monde. Les gens qui viennent, il n'y a pas que les musiciens, ils viennent avec leurs régisseurs, enfin voilà, il y a énormément de personnes qui sont impactées par ça, et dont aussi les distributeurs, que ce soit pour les restos, les producteurs, etc. Enfin, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a, mais c'est un impact qui est vraiment énorme. On parle de millions de personnes là, d'emplois. Bien sûr. Est-ce que Frédéric est toujours avec nous? Ah oui, je suis toujours là, ouais. Comment tu as vécu, bon, déjà professionnellement, donc West Boisson, c'est l'ancien nom c'est France Boisson anciennement? Non, c'est un concurrent de France Boisson, mais c'est le même métier. D'accord. Nous, on est une structure indépendante. D'accord. Donc, avec, vous travaillez avec des fournisseurs locaux aussi, alors? Oui, beaucoup, ouais. Ok. Donc nous, comment on l'a vécu? D'abord, nous, on est un métier peu connu, hein, donc on a eu très très peu de visibilité parce que le métier de distributeur est. Pourtant, il faut bien que la bière, elle arrive à la pression quelque Oui, part. Quelqu'un l'amène. mais moi, je suis d'accord avec toi. Hein, donc en fait, nous, on l'a vécu, nous, on est complètement lié à l'activité CHR. Moi, je fais 100% de mon activité auprès des CHR. Donc je ne fais pas de grande surface, je ne fais rien. Donc moi, quand mes clients. Les impacts indirects qu'évoquait Vincent, là. Ouais, je suis fermé aussi. Hein. C'est fermé. Alors après, on commence à avoir quelques chiffres qui nous permettent de nous rendre compte des différentes décisions qui ont été prises par le gouvernement. On a un entrepôt sur Rennes et on a connu en fait la fermeture progressive sur Rennes
avec les bars de soir qui ont commencé à fermer à 23 heures, puis après 22 heures, puis la fermeture complète. Donc, en fait, pour une entreprise comme la nôtre sur Rennes, il y a 60 salariés sur Rennes. Sur la fermeture à 23 heures, on était à moins 25%. Sur la fermeture à 22 heures, on était à moins 40%. Et puis, une fois que c'est fermé, on est à moins 100. Donc là, on parle, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Vincent. En fait, il y a les emplois directs et puis il faut mesurer tous les emplois indirects. Et je pense, et c'est ce que je disais à Vincent tout à l'heure, on s'est envoyé quelques petits messages avant l'échange, c'est que je pense qu'on n'a pas tapé assez fort sur l'ensemble de la filière en termes de communication. Alors, on a réussi, nous, à engager là, une discussion avec 5 députés bretons. On s'est réunis entre concurrents, distributeurs et des producteurs. On devrait réussir à avoir un échange avec quelqu'un du ministère de la PME. Et l'idée, c'est à un moment donné de leur dire, sur un univers comme le CHR en Bretagne, avec l'ensemble de la filière en y intégrant les producteurs, combien d'emplois sont en jeu. Et en fait, c'est énorme. Le risque est énorme parce qu'on parle de musique. Je vois qu'il y a des musiciens, il y a des associations à côté, il y a les producteurs de boissons, mais les producteurs alimentaires. Donc, ça fait, si vous voulez, il y a énormément de monde autour de ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer parce que depuis le départ, chacun fait des choses un peu dans son coin, mais avec plein de bonnes intentions. Hein. Et je pense qu'il faut faire. Et les députés nous ont demandé l'autre jour, mais est-ce que vous pourriez valoriser le risque pour l'emploi en Bretagne ? Allez répondre là-dessus. Ouais. C'est à travers des échanges comme ça qu'on peut essayer de commencer à mesurer parce qu'eux, ils ont besoin de s'appuyer. Ils étaient plein de bonne volonté, les 5 qu'on avait. Hein. Vraiment. Et ils vont essayer d'avancer avec nous. Mais donc voilà, effectivement, c'est une filière complète qui est dans le dur aujourd'hui. Donc, on a beau être vu comme des entreprises un peu plus grosses, nous aussi, on est en danger, quoi. Et nos députés donc vous demandent de vous compter pour savoir. Non, mais en fait, c'est toujours pareil. Ils sont sollicités par 50 000 personnes. Ouais, il faut qu'on leur fasse. On leur a fait en tout cas une liste de courses. On est en train maintenant d'essayer de faire un calcul de l'emploi, du risque pour l'emploi, parce qu'il n'y a que ça qui va les faire aller se battre. Hein. Parce que bon, moi je suis tout à fait d'accord, des pandémies, il y en aura d'autres ou autre chose. Donc le court terme, c'est comment est-ce que toutes ces entreprises font pour survivre. Et le moyen terme, c'est comment est-ce qu'on se prépare et qu'on apprend de ça pour que la prochaine fois, on soit un peu plus préparé parce qu'on ne peut pas fermer nos boutiques comme on fait là du jour au lendemain. Moi, j'ai 240 salariés, j'en ai 230 en chômage partiel aujourd'hui. Voilà, comment on fait pour que ça n'arrive plus, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire aussi, en ce moment, il y a une réflexion de la profession, fournisseurs, brasseurs, producteurs, mais ça va plus loin parce qu'il y a toutes les salles de concert, privées, publiques, le monde artistique dans son global, dans son entier. Et il y a quelque chose qui est fait au niveau de la Bretagne, en tout cas, entre une forme d'interprofessionnel qui essaie de réfléchir déjà en même temps, ensemble, pour essayer… On est parti, au début, on s'est laissé représenter par on a des représentants dans nos métiers qui s'appellent la FNB et la CGI, c'est donc une structure qui représente les distributeurs de boissons. Donc on les a laissés porter notre voix au premier confinement. Et là, on a décidé d'avoir une approche différente. Je pense que les députés, pour nous entendre, il faut qu'ils soient complètement concernés, quoi. Donc là, on a appris les choses différemment. On s'est appelé avec, vous voyez, on est des concurrents et on se bat toute l'année les uns contre les autres. Hein. Alors, on a décidé de venir avec des producteurs et on va représenter évidemment nos clients, hein, bien évidemment, parce que de toute façon, nous, on ne vit que si nos clients sont ouverts et vont bien. Hein. Et on va essayer à un moment donné de porter un peu la voix de la filière, on va appeler ça la filière restauration, dans laquelle on y inclut évidemment les discothèques, le monde de la nuit. Pour les brasseurs, c'est dramatique la fermeture du monde de la nuit. Hein. Aujourd'hui, des entreprises comme Kronenbourg à Heineken, c'est moins 40% cette année. Hein. Et de fédérer, on parlait d'événementiel, de festival de musique, le sport. On est nos entreprises, on sponsorise beaucoup de petites associations locales, d'associations sportives. Tous ces sommes-là, on les a gelées cette année pour sauvegarder l'emploi. C'est des associations qu'on ne fait pas vivre à côté. Enfin, vous voyez, ça a un impact sans fin, je dirais, quoi.
Ah, c'est un effet domino dramatique, en fait. C'est qui marrant touche tout le monde. que, c'est marrant que tu dis ça, Frédéric, parce que nous, c'est exactement la même chose qu'on a fait. C'est-à-dire que l'ensemble des discothèques s'étaient laissées représenter par leur syndicat. Ouais. Et là, c'est une première, ça s'est jamais fait, mais il y a énormément de discothèques du Morbihan qui se sont réunies et pour mener aussi des actions en parallèle pour faire bouger les choses. Ouais. On est en train de faire exactement la même chose. Ouais. Bah, nous, ce qu'on a dit aux députés l'autre jour, c'est qu'il y a un truc qui nous gênait, c'est qu'on avait déjà l'impression que dans l'opinion publique, les discothèques, elles existaient déjà plus, quoi. Ouais. Et on leur a dit, il faut déjà, à chaque fois que vous pensiez à parler d'eux, mais pas parler que du CHR, et, parce que les discothèques sont les plus touchées quand même depuis le départ. Le monde de la nuit en général. Hein. Ouais. Et c'est quasiment désespérant parce que quand on voit que le milieu du spectacle, d'événementiel, donc discothèque, enfin vraiment dans toute sa globalité, ça représente 700 000 emplois. Et quand on voit que l'État peut, pour sauver 3 000 emplois chez Air France, débloquer des milliards, c'est vrai que c'est désespérant. On se dit que le but, c'est de supprimer complètement ce secteur. On est obligé de se le dire. Ah, L'impression que ça me donne, si je peux me permettre, c'est qu'aujourd'hui, on teste entre guillemets la résilience des petites, moyennes et grandes structures et qu'aujourd'hui, avec comment est géré le confinement aujourd'hui, avec les mesures qui sont mises en place, les petits et moyens acteurs ont beaucoup moins de chances de subsister par rapport à des grosses structures. Par exemple, Frédéric, tu évoquais Cronenbourg Henken. Eux, justement, ils ont perdu 30 à 40% de leur chiffre d'affaires, mais ils ne sont pas à zéro, contrairement à certains Ah qui bah sont… non, parce qu'ils ont leur activité grande surface qui se porte très bien. Donc quand ils font moins 40 sur notre univers à nous, ils font peut-être moins 10 à la fin d'année. Hein. donc Alessio, tu es en train de dire qu'on est en train en même temps d'uniformiser également l'offre culturelle. C'est le risque. Ça fait penser à Amazon, entre guillemets, où on voit aujourd'hui, c'est l'acteur qui s'en sort le mieux avec ce confinement. Là, je pense à la distribution, de manière générale, la distribution des biens. Et c'est le seul aujourd'hui, bon, oui, pour le coup, c'est un ovni parce que non seulement il survit, mais en plus, il augmente ses marges. Mais tous les petits acteurs, je pense justement au monde… Ce qui est intéressant avec le monde de la nuit et ce monde culturel, c'est que c'est plein de petits acteurs qui agissent ensemble. Et c'est une richesse. Et aujourd'hui, on risque de la perdre si justement on perd, enfin, si ça continue comme ça et on voit justement des bars qui font des dépôts de bilan, tout ça, des restaurants, et les cafés-théâtres, tout ça, on risque justement de perdre cette richesse du monde de la nuit. On en est bien là, hein, c'est vraiment des risques de perdre des choses, de perdre de la diversité. C'est aussi une des particularités quand même du territoire national en France. Le monde de la nuit, il est quand même très particulier. Comment Victor, Elvin, les musiciens, DJ, donc je suppose que si tu es DJ, tu as joué aussi en discothèque et pas simplement dans des bars ou des soirées, salles de concert. Donc on va commencer par Elvin. Comment toi, tu es impacté tu arrives encore à jouer ou tu fais du live Facebook aussi ou… Alors, non, là, je joue plus du tout. J'avais fait un peu de live Facebook, mais j'ai cru comprendre que Facebook avait interdit de faire des lives aussi à un moment. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il en est. C'était carrément le coup de massue. Personnellement, je ne suis pas impacté parce que moi, c'est un terme associatif. Donc, moi, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Mais par contre, c'est clair qu'avec nos soirées, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des emplois indirects. Hein. C'est West Boisson, c'est le loueur de salle, c'est la régie, c'est le son, c'est toutes ces personnes-là qui sont impactées. Après, moi, personnellement, je ne suis pas impacté. Notre association, pour l'instant, on ne gagne pas de sous, on est en stand-by, mais bon, on n'en a pas à dépenser non plus. Donc, pour l'instant, on survit. Mais bon, c'est surtout humainement et culturel que c'est compliqué, quoi. Voilà, je voulais en venir là, humainement. C'est-à-dire, toi, tes soirées, quand tu faisais, c'est quoi? Combien de soirées par année à peu près? C'était une soirée minimum par mois. Et puis, après, sur l'été, on arrivait à faire des soirées en plus en journée, en open air, le dimanche après-midi, en pique-nique électronique, quoi, sur l'Orient. Donc, on arrivait quand même à une bonne trentaine de soirées dans l'année, je crois, de soirées et d'événements organisés dans l'année, quoi. Est-ce que cet été, tu as ressenti une vague on avait l'occasion de le faire.
si tu veux, on avait l'occasion de le faire, on a eu l'autorisation de le faire, mais ça aurait été très très compliqué pour nous parce que nous on est une association et il fallait vraiment engager des frais avec un service de sécurité pour pas que les gens aillent danser, il fallait mettre des sièges partout. Puis nous, ça nous intéressait pas parce que nous, la musique, ça se vit, c'est pas assis qu'on écoute de la musique, faut danser, faut rigoler. C'est triste quoi, de jouer de la musique devant des gens assis, c'est pas possible quoi. On va revenir tout à l'heure. Victor, musicien montpelliérain, mais donc tu as joué aussi à Lorient, alors tu connais un peu. Ouais, ben, c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé du festival Culture Barbare où j'avais joué, mais aussi on a joué plus de fois à Lorient, notamment au Candy Pub, au Shamrock et un peu dans le Morbihan. Et ouais, après je sais pas parce qu'il y a plein de questions, donc moi le constat c'est que habituellement on fait 80, 100 concerts par an peut-être, à peu près. Et là, bon, on en a fait peut-être une petite vingtaine malgré tout, avec quelques événements privés ou avec des organisateurs comme cet été, on a réussi à faire quand même au Candy, enfin, voilà, en extérieur, mais avec les gens assis, justement, les masques et tout ça, des conditions très, très strictes. Mais on a quand même pu travailler quand même, on va dire, quoi, ou faire un concert, faire un événement dans ces conditions. Voilà, donc après, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre, Non, mais on va. dans quel axe partir, mais Déjà, de jouer devant des gens assis, tu le dis toi-même. Donc, et moi, mon expérience de cet été, ça a été très particulier parce que j'ai joué un peu dans toute la France quand même. Des fois, il y avait, tout le monde pouvait danser ou quoi, sauter. Enfin, selon les préfets, c'était complètement l'inverse de ce qui se passait le lendemain. Donc nous, on était là, on se baladait de ville en ville et un peu, bon, on avait du mal à suivre un peu les directives quoi, dans chaque département. Il n'y a pas vraiment de cohérence et vraiment à l'extrême quoi, pour moi, voilà. ça, c'était quand? C'était entre les deux confinements? Ouais, cet été. Ok. Cet été, oui. C'est vraiment intéressant. David, est-ce que tu es toujours parmi nous, toi qui étais en phase avec quasiment l'ensemble des adhérents du collectif qui sont éparpillés et répartis sur tout le territoire national, voire jusqu'à Mayotte. Peut-être un petit mot déjà sur l'état des lieux global, comment toi, on annonce quand même beaucoup de morts de lieux. Hein. Il va y avoir des gens qui vont rester sur le carreau, c'est clair, ça va faire très très mal. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est ce que disait Victor sur la différenciation un petit peu de traitement et d'usage en fonction du préfet, en fonction de comment le maire il s'entend avec le préfet. Ça aussi, tu l'as remarqué? Yacine, je peux répondre tout de suite à Victor, vu qu'il vient d'intervenir. Ce que tu as vécu de scène en scène et de changement en changement, c'est ce que nous, on a vécu au sein de l'équipe du collectif Culture Barbare. Parce qu'en effet, selon les territoires, déjà, bon, forcément, les niveaux de contamination, d'hospitalisation n'étaient pas les mêmes à chaque fois. Donc, il y a eu des choix différents. Il a fallu travailler sur des régions ou juste des villes ou des métropoles qui devaient fermer les restaurants à minuit, d'autres les bars à 22 heures, et des territoires où il n'y a rien eu. Et d'un seul coup, il y a eu le confinement pour tout le monde. Et en parallèle, des territoires, que ce soit dans le sud ou dans la région parisienne, allaient avoir des décisions préfectorales sur les mêmes fermetures d'horaires, minuit, 22 heures, sauf que dans la mise en pratique, le diable se cache dans le détail, c'était exactement ça. Chaque arrêté préfectoral n'était pas le même. Donc pour les professionnels des cafés, hôtels, restaurants et aussi des salles de spectacle, c'était très compliqué de s'y retrouver d'une préfecture, d'une métropole à l'autre, parce que c'était totalement différent. Donc il y avait des endroits où des concerts étaient autorisés avec les gestes barrières en extérieur, d'autres où c'était totalement interdit. On a pu voir dans une ville du Morbihan où même le transport d'instruments de musique n'était pas autorisé. Donc on voit que là-dessus, ça a été très compliqué à gérer. Et donc l'accompagnement de ces lieux-là a été difficile. Et les lieux avaient beau regarder tel ou tel arrêté préfectoral, ça ne correspondait pas forcément à leur territoire. Donc ça a été très dur. Donc au-delà de la crise financière qui a été vécue
et la crise sociale et morale, il a fallu aussi encaisser ce quotidien de ne pas savoir où on allait. Et dans le traitement, ça a été, je pense que ça a été dit au début, mais des annonces à chaque fois faites 2, 3 jours, et encore je suis gentil, maximum avant l'annonce du confinement ou de fermeture. Et Frédéric confirmera, mais ce sont des professionnels qui ont des gestions de stock. Et si on devait retrouver d'autres confinements, parce que Marine, tu en parlais tout à l'heure, ce serait bien de respecter aussi des annonces dans une temporalité un peu plus sérieuse pour les professionnels du CHR, dans le sens où il faut s'adapter sur les produits tout simplement, à la fois économiquement et écologiquement en termes de pertes. C'est des choses qui ont été assez impressionnantes. Et puis juste pour finir, et je laisserai la parole à toutes et tous, c'est en effet, aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore vu de fermeture de lieux, parce qu'entre les deux confinements, ça a été très vite, mais on a très peur de voir ce qui va se passer en février, mars, s'il y a des confinements. Denis Taledec, directeur général du collectif, le disait au début de l'été, on a une crainte de 30 à 40% de lieux qui risquent de disparaître, et notamment les petits lieux indépendants qui ont une pratique culturelle et pas que. Et donc cette crainte, elle existe toujours, voire elle augmente encore plus par rapport à la situation actuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Frédéric, moi je retiens ce que tu as dit. On a tous des initiatives à gauche, à droite sur les territoires, et ce serait intéressant d'avoir cette mobilisation essentielle. C'est ce qu'on essaie de proposer avec les États généraux, mais en tout cas de se mobiliser globalement pour interpeller nos élus. En tout cas, je pense que l'initiative de ce soir, elle est très bonne. Il faut qu'à un moment, juste, nous, de notre côté, dans l'initiative qu'on est en train d'engager, à un moment donné, on attaque par les distributeurs et les producteurs. On va faire re-rentrer après nos clients dedans. On va essayer d'y rajouter après l'alimentaire. Voilà, pour essayer qu'il y ait plus de monde. De la même manière qu'avec vous, si demain, il y a des échanges comme ça, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait des distributeurs avec vous. Il faut qu'à chaque fois, l'ensemble de la filière soit représenté pour qu'on impacte plus, quoi. Je suis tout à fait d'accord aussi sur le risque des fermetures d'affaires, hein. Une des premières choses que nous, on a demandé aux députés, c'est d'avoir une réflexion sur le fameux PGE, parce qu'on leur a dit que c'était impossible. Alors, il y a le débat sur le fait que le PGE, c'est du prêt et ce n'est pas de l'exonération, hein, bien sûr, mais bon. La grande majorité de nos clients ne pourront pas rembourser leur dette senior, donc leur prêt dans l'emprunt initial et le PGE en plus. Donc, la première des choses, c'est déjà de décaler ce remboursement de prêt après la dette initiale pour laisser le temps à l'entreprise de se restructurer. Parce que sinon, effectivement, là, on parle de 30 à 40% d'affaires qui vont être en difficulté. C'est probable. OK. Nous, là, sur les discothèques, par rapport à l'UMI, les chiffres qu'on a, c'est qu'entre mars et le mois d'août, il y avait 82 discothèques en liquidation, en redressement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 314. Sur 1600. Sur 1600. Ouais, quand même. Ouais. Donc, combien tu disais que 300? J'ai pas bien compris. 314. 314. Ouais. Sur 1600, ouais. Alors, ma deuxième interrogation en lien avec le sujet de ce soir, c'est le mobile. Évidemment, hein, on est en crise sanitaire et on aimerait bien protéger nos populations. On aimerait bien avoir le moins de morts possible. On aimerait bien que les gens puissent encaisser le virus. Bon, je pense qu'on parle beaucoup du virus et très très peu de la capacité de nos propres organismes à se défendre. C'est peut-être l'objet d'un autre débat. Mais pour moi, c'est un point de vue qui est quand même hyper important. Mais quand Vincent dit, on se demande si finalement on n'est pas visé, que, OK, on ferme officiellement pour dire on va protéger les gens, donc on va fermer le monde de la nuit. Peut-être que le virus, il se propage plus la nuit que le jour. Peut-être qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Non, blague à part.
il y a Alessio aussi qui a l'air de dire voilà, on va arriver après avec 2, 3 gros types de cafés ou de cafés-concerts, quand on voit déjà dans le gros showbiz que Clear Channel aux États-Unis qui met la main sur les artistes et sur les grosses salles dans toute l'Europe. Quand on voit dans le monde de la restauration aussi, hein, des chaînes qui arrivent, quand on voit les centres-villes qui commencent à... Il y a un débat à Rennes sur ce risque comme ça d'uniformisation, d'aseptiser comme ça le centre-ville de Rennes. Est-ce que vous ne seriez pas clairement ciblé pour faire la place à des gros opérateurs? Bon, Alors, c'est une question c'est entière, clair mais qu'on vas-y, Vincent. ciblé, c'est clair qu'on l'est. Il faut quand même se rendre compte qu'on est le seul secteur activité où on est responsable de tout ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que je discutais avec quelqu'un de la mairie l'autre jour, je lui disais que le soir, à la fermeture des bars, il y avait, à l'époque, il y avait 200 personnes dans le parc Jules Ferry. Le parc Jules Ferry, c'est un parc qui est juste devant les bars. Et je lui dis, demain, s'il y a, voilà, vous laissez faire ça, en toute connaissance de cause, et si demain il y a quelqu'un qui se fait contaminer dans le parc, est-ce que ce sera vous les responsables? Non. Si demain je vais au géant et que le géant blindé, voilà, je me fais contaminer, est-ce que ce sera le géant le responsable? Non plus. Et nous, en fait, on est responsable de tout. De tout. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui part en voiture, quel que soit ce qu'il fait avant, après être venu chez nous, il se tue en voiture, il y a un ticket de caisse de chez nous, c'est nous les responsables. Direct. Et si tu veux, c'est malheureux à dire, mais on est un secteur qui est vraiment visé. De toute façon, même avant le Covid, hein, on est clairement visé. Et puis là, le fait d'interdire toute une profession en raison du virus, que je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'on ferme certains établissements, etc. Maintenant, c'est la cohérence et c'est aussi le but de faire des actions comme celle qu'on est en train de faire. C'est que je pense que l'État va à tâtons, ils ne savent pas tellement qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qui est à faire. Et quand on voit des établissements qui ferment, tu vois, par exemple, au MOS, il y a un grand parc, voilà, il y a 10 personnes, tu ne peux pas danser dehors tout seul, alors qu'on peut être entassé à 3000 dans un géant, c'est juste incompréhensible. Et on est obligé de se sentir visé et de se sentir presque persécuté par ce gouvernement. Parce que quand on voit toutes les incohérences qu'il y a, la garde, je ne sais pas d'où, enfin voilà, il y a des rassemblements de personnes, mais qui sont juste énormes. Et nous, dans notre établissement qui fait je ne sais pas combien d'hectares, tu es tout seul dehors, tu ne peux pas danser. Donc, ça veut dire quoi? Est-ce que le monde de la nuit est encore associé un peu comme dans les années 60 parce que c'est le monde de la nuit. Ils ne savent pas ce que c'est le monde de la nuit. Il y a un représentant de l'UMI qui avait interpellé un ministre c'était Véran au premier confinement. Il lui avait dit, donc il l'avait interpellé dans la rue, et Véran lui avait répondu ouais, mais non, mais les discothèques, vous savez, à 2000 personnes confinées, comment voulez-vous respecter les distanciations? Et le représentant de l'UMI, il lui avait dit non, mais attendez, 80% des discothèques, c'est 200 personnes. Et le mec était tombé sur le cul. Et enfin, voilà, ils n'ont aucune idée de ce que c'est une discothèque. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Donc, ils associent toujours le monde de la nuit peut-être à une forme encore peut-être de débauche, les blousons noirs. Ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent clairement pas. Parce que pour qu'un représentant du gouvernement pense que la majorité des discothèques en France, c'est 2000 personnes, voilà, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Si je peux me permettre, je vois que selon moi, là où justement, enfin, c'est très juste ce que tu pointes du doigt, ça vient du fait qu'aucune décision n'est prise collectivement. Il y a un cercle restreint au sommet de l'État qui prend les décisions en vase clos, et il y a aucun collectif de citoyens justement qui est amené à prendre, dont l'avis est vraiment pris en compte et qui peut décider en commun de ce qu'il faut faire. On a tous conscience qu'on risque nos vies avec ce virus, donc on n'est pas si, on devrait avoir le droit de décider nous-mêmes des conditions dans lesquelles justement on garantit notre survie, si vous voyez ce que je veux dire. Typiquement là, ce qu'a dit Olivier Véran, ça montre justement que pourquoi est-ce que c'est lui qui devrait décider alors qu'il ne sait pas. Et alors que nous, je pense plutôt vous êtes beaucoup plus aptes à savoir ce qu'il faut faire, vu que vous êtes des spécialistes du milieu. Et ouais,
c'est une question quand même assez large. Hein, tu sais, c'est un peu comme l'époque, il y a 20 ans, où on demandait aux hommes politiques combien c'était le prix d'une baguette de pain. C'est le même débat. C'est le même débat. C'est qu'on est dirigé par des gens qui n'ont aucune connaissance de la vie réelle des choses. Et le problème, c'est que c'est eux qui prennent toutes les décisions. Après, comme tu disais, Frédéric, c'est vrai que les gens qui nous représentent, je parle des syndicats, etc., je pense que on a trop confiance et on donne trop de choses à ces gens-là qui sont, pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis, hein, mais qui, pour moi, ces gens-là sont politisés. Et si tu veux, et d'autant plus qu'entre chaque syndicat d'un même corps de métier, les mecs ne sont pas d'accord. Moi, je constate juste qu'au premier confinement, on avait demandé des choses. Donc, en fait, il y avait le SNDL qui demandait quelque chose au gouvernement, il y avait l'UMI qui demandait quelque chose au gouvernement et un autre syndicat qui demandait quelque chose. Les trois choses étaient complètement différentes. Moi, je suis un représentant d'État, je vois ça, je mets le dossier de côté et je dis mettez-vous d'accord, les gars, et on en reparlera après, quoi. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je pense que. Non, mais je ne remets pas forcément. Moi, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je parle là pour ma partie, hein, nos représentants. Par contre, les gens qui nous gèrent sont des gens dont c'est le métier de faire du lobbying et ils le font, ma foi, bien, puisqu'ils ont réussi à être entendus. Si ce n'est qu'on n'en parle pas de la même manière quand c'est sa propre boutique. Quand on parle de notre boîte, nous, on voit nos salariés derrière. Et je pense que ça ne marchera jamais bien si ces représentants qui sont des spécialistes de la politique, parce qu'il faut quand même avoir des spécialistes pour savoir naviguer dans ces milieux-là, mais qui soient aussi alliés avec des gens de terrain. Et c'est pour ça que je pense que nous, notre démarche là, c'est complémentaire avec ce qu'ils font. Nos représentants continuent, nos syndicats continuent à œuvrer. On va essayer d'avoir une autre part de voix avec des gens qui parlent un peu avec leur tripes et qui connaissent pour le coup bien le métier, ce qui est votre cas ce soir-là. Moi, je n'ai pas le sentiment forcément, après, on peut se sentir visé, hein, mais moi, je suis plus malheureux qu'on n'ait pas été plus soutenu que ça. Parce qu'effectivement, ils ont fait le choix et ont considéré que c'était dans le milieu des bars et des restaurants que ça se fréquentait le plus, que le virus pouvait passer. Bon, dont acte, ils ont des scientifiques, allez, on va faire confiance. Mais à un moment donné, quand on sacrifie quelque part une profession comme celle-là, la contrepartie, c'est de la soutenir fortement, quoi. Et on a été vite oublié à un moment, quoi. Et je pense que là, le ministre de la PME, le ministre de l'économie, voilà, aujourd'hui, devrait plus évoquer et plus soutenir nos métiers et encore plus particulièrement pour moi le monde de la nuit, qui est fermé depuis le premier confinement. Hein. Donc, on va revenir à ça après sur qu'est-ce qu'on peut imaginer justement comme soutien vraiment concret. Mais alors là où je m'interroge en fait, c'est qu'en France, le monde de la vie nocturne, il y a des collectivités qui travaillent là-dessus. Il y a des villes qui ont mis des services dédiés à la gestion de la vie nocturne. Villes comme La Rochelle, villes comme Bordeaux, Nantes, Paris, des villes européennes. Il y a une plateforme européenne de la vie nocturne où on retrouve des responsables de la sécurité, on retrouve des fédérations d'élus, on retrouve des lieux, on retrouve donc des petits lieux, on retrouve beaucoup de monde, on retrouve un conseil scientifique qui a été mis en place officiellement, je crois, cette année. Et comment on peut avoir un tel écart, et je ne sais pas, peut-être David, tu peux avoir une idée là-dessus, comment on peut avoir un tel écart entre donc, des grandes métropoles, des grandes villes du territoire français, qui prennent en charge justement et qui ont compris que le monde de la nuit, c'était un monde sur lequel il fallait travailler, où il y avait le monde, évidemment, des gens qui travaillaient, il y avait le monde des gens qui voulaient dormir, il y avait le monde des gens qui voulaient faire la fête, et que tout ça, ça ne se décide pas comme ça, justement, à la volée, à l'emporte-pièce, avec le dos de la cuillère. Et comment on a un tel écart entre, du coup, le pouvoir central, qui pourrait justement poser la question à La Rochelle, à Paris, à Nantes, à Bordeaux, pour dire que ce que vous avez pu constater des spécificités du monde de la nuit, qui va pouvoir nous aider à essayer de mettre en place des choses pour gérer. On sait que ce n'est pas un gouvernement qui sollicite beaucoup le conseil des autres,
Mais il y a quand même un gros écart et un fossé entre le sentiment qu'on a de comment est perçu ce monde de la nuit, parce que comme moi j'entends Vincent, on dirait qu'en fait, il faut éradiquer ces gens-là, quoi, parce que là, je ne sais pas combien il va rester de cafés-concerts debout, de restaurants-concerts, de discothèques dans 6 mois, dans un an. Juste, David, ce fossé-là, il existe réellement alors entre le pouvoir central et c'est pas des petites villes, Nantes, Bordeaux, Il existe Paris. vraiment, et c'est là où on a certainement un enjeu primordial par rapport à la sortie de crise à travailler en ce moment, c'est sur la place des territoires, sur la question de la gestion de la vie nocturne. Nous, on a toujours prôné notamment que le lien à la vie nocturne, et plus particulièrement au café, hôtel, restaurant, soit géré par les municipalités, car elles sont en phase directe avec les territoires. Et donc, s'il y a bien un enjeu là-dessus, c'est sur les territoires. Certains et certaines élus ont pris en compte justement que cette question de la vie nocturne devait se jouer à leur échelle, on va dire notamment pour les grandes villes, à l'échelle métropolitaine, parce qu'il y a quand même des métropoles qu'il faut pas nier, qui prennent de plus en plus de place. Et donc tout cet enjeu est, je pense, primordial par rapport à la suite des choses à donner, que les territoires prennent la main sur ces questions-là notamment, parce qu'il y a des spécificités locales aussi, sur des villes frontalières, des villes côtières, sur la question de la ruralité. Donc, savoir que on a des élus en phase avec leur territoire pour bosser avec le terrain, c'est toujours plus simple. Et qu'est-ce que tu penses, toi, Alessio, alors de la perception que peuvent avoir nos gouvernants de ce monde particulier, du monde de la nuit toi qui… Comment dire, c'est compliqué à analyser parce que nos gouvernants, ils sont jeunes pour la plupart, enfin jeunes. Macron a à peine 42 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ils ne font plus partie de cette génération qui avait pu penser voilà, que les gens du milieu de la nuit, c'était, le milieu underground pouvait être dangereux, c'était là où la drogue tournait, tout ça. Enfin, des gens qui ne sont plus dans cette… ça m'étonnerait beaucoup qu'ils soient dans cette pensée-là. Par contre, effectivement, quand on voit les faits, j'ai l'impression que voilà, il y a un choix de privilégier certains pans de l'économie plutôt que d'autres, et que le pan de l'économie que vous représentez est un peu sacrifié aujourd'hui. On verra plus tard, ou c'est pas le plus important. Vous voyez? Même si c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense que c'est comme ça que je vois le gouvernement aujourd'hui. Et une question que je voulais vous poser, c'est par rapport à votre ministre de tutelle. Donc, je pense que c'est le ministre de la Culture. Moi, je ne sais même pas qui c'est. Est-ce que… C'est l'intérieur pour les discothèques et puis pour les bars aussi d'ailleurs. Une des particularités du café-concert, c'est qu'il est considéré comme étant une entreprise économique privée et tout est fait pour le déconnecter du monde du spectacle vivant qui est en France très subventionné. Donc, au lieu de chercher des solutions publiques-privées, on sectorise en disant vous êtes des acteurs privés. Donc, le ministère de la Culture intervient très peu. Le collectif Culture Barbare a réussi à mettre en place depuis quelques années un groupement d'intérêt public, un GIP, auquel abondent et participent le ministère de la Culture et les collectivités territoriales, les régions, les mairies, les départements, pour aider la prise en charge des cachets d'intermittents dans les spectacles organisés par les cafés-concerts. Et ça vaut pour les cafés-concerts seulement, parce que pour tout ce qui est discothèque, ça ne marche pas le GIP. Ça vaut pour les cafés-concerts et les restaurants-concerts, au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est quelque chose qu'a permis le collectif donc, de mettre en place pour pouvoir, c'est peut-être un des seuls endroits où le monde de la culture, donc des pouvoirs publics et les politiques culturelles, ont réalisé quand même à un moment l'importance de ces espaces-là pour les concerts, pour les artistes, notamment les artistes les plus jeunes. Et ce GIP sert à aider la prise en charge des petites soirées en général avec des petites jauges. Donc le ministère des tutelles, comme dit
comme dit Marine, c'est davantage l'intérieur que la culture. Ce qui est complètement, c'est intéressant dans le non-sens, parce que ça veut dire que l'enjeu culturel et artistique de ces petits lieux est très très loin d'être reconnu de fait, en tout cas par le pouvoir central en tous les cas. Et surtout, on voit aujourd'hui les priorités justement de ce ministre, Gérald Darmanin, c'est pas du tout c'est pas du tout sur ce champ-là en plus. C'est clair, c'est clair. Sur l'image, Elvin, l'image de la techno, bon, pour la petite histoire, on peut rappeler que il y a un terme qui est né dans les années 80, 90 peut-être, le terme musique actuelle. C'était pour qu'on puisse parler de la techno sans que ça fasse gros mots et qu'on puisse l'intégrer dans un mouvement artistique plus général, parce que voilà, ça allumait plein de petits feux orange et rouge dans la tête, dans la tête des gens. Comme à une époque, les musiques amplifiées, on a dit, à la place du rock'n'roll, hein, parce que ça faisait peur, parce que ça rattachait au blouson noir. Donc, tu as dû vivre de près quand même la différence et l'évolution de l'image de la techno, qui est quand même beaucoup rattachée au monde de la nuit. Donc, est-ce que tu l'as vécu comme un moment où vous étiez un peu des parias, et puis après que ça s'est quand même un petit peu étoffé, peut-être grâce à des gens comme, je sais pas, Garnier, Daft Punk, ou tout simplement à cause des free parties, et qu'il a bien fallu à un moment laisser les jeunes faire la fête? Bah, aujourd'hui, oui, ça va un peu mieux, mais on est encore vu comme les vilains petits canards, hein. La techno, c'est les gens ils se droguent, c'est la fête à foison. Ça va mieux aujourd'hui, ouais, mais bon, c'est vrai que dans les années 90, là, c'était. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu parce que je suis né dans les années 90, donc je ne l'ai pas connu personnellement. Mais justement, quand on entend Garnier parler de ça et tout ça, ouais, c'est vrai que là, c'était la catastrophe dans les années 90. Dès qu'on faisait une soirée, c'était la gendarme qui débarquait, c'était le gros bordel, quoi. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux, ouais, mais on est toujours mal vu quand même. De ce côté-là, la techno, c'est pas très bien vu, quoi. Non, mais finalement, ça veut dire que voilà, toutes ces images qui sont véhiculées aussi à travers le public, je pense qu'il faut aussi quand même que vous preniez la parole, quoi. C'est ce que disait Frédéric, il faut vous faire entendre, et il va falloir quand même élargir le porte-voix pour pouvoir essayer de parler à l'unisson et de regrouper du monde pour vous faire entendre, parce que plus les gens sont divisés, hein, moins on entend de messages clairs sortir de toutes ces manifestations. Donc on va aborder un peu la partie alternative, adaptation, préconisation. Je pense que Muriel a déjà noté pas mal de choses. Est-ce que tu veux dire un mot, Muriel, sur ce que tu as entendu qui pourrait ressembler de l'ordre entre quelque chose qui serait bien de mettre en place, qui serait bien de faire, qu'il faudrait ne pas refaire déjà pendant cette première... ça fait presque une heure là qu'on discute. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent comme ça selon toi, ou on poursuit Moi, je dirais, sur ce que j'ai pu noter jusqu'à maintenant, je retiens donc, le secteur a été un peu malmené et pas très bien considéré dans la gestion de la crise Covid par notre gouvernement. Pour autant, il y a eu des propositions qui ont été faites, et notamment, je pense au protocole sanitaire renforcé sur lequel le secteur avait travaillé avant l'été pour espérer une réouverture avant justement l'été. Je note aussi qu'il y a des disparités dans les actions qui ont pu être menées par les uns et par les autres, et que le mot de la fin sur la tentative de se rassembler et de parler à l'unisson, elle est plus que nécessaire aujourd'hui. Et enfin, j'imagine que dans les autres départements ou régions, il y a déjà des solutions qui ont été évoquées, les journaux en parlent, mais pour autant, elles ne sont pas toutes bonnes et pas toutes les mêmes selon les activités qui sont concernées. J'en avais un petit peu parlé avec Marine lorsqu'on préparait justement l'intervention de ce soir. J'ai par exemple lu
dans certains journaux que certains propriétaires aujourd'hui en étaient rendus à vouloir jeter l'éponge, mais comment et quand, ils ne savaient pas encore trop. Certains ont imaginé de faire racheter leur commerce, d'autres par l'État, compte tenu du contexte. D'autres ont pris des décisions plus radicales, et à savoir se reconvertir totalement, mais quid de leur commerce actuel. Et on parle même pas de tous ceux qui en étaient qu'au stade de création ou qui n'ont même pas eu le temps d'ouvrir. Ça, c'est pour Marine et Vincent. Et Anna aussi. Ok, je super. pense que la partie alternative sera intéressante. Ok, merci. Alors, je vais formuler la question de cette manière-là. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, ou quelles sont les conditions qu'il faudrait réunir pour que justement ne soit pas sacrifié à la prochaine épidémie venue, d'un coup, d'un seul comme ça, le monde de la nuit, le monde de la fête, voilà, le monde du spectacle vivant aussi, parce que derrière les concerts, il y a aussi des techniciens, il y a aussi des producteurs, il y a des labels. Comment faire pour ne pas éradiquer en fait tout ce qui fait aussi notre richesse, parce que quand il n'y aura plus, ce que dit Alessio, quand il n'y aura plus d'indépendants et qu'il n'y aura plus de petits, on aura tous la même marque de bière et on verra tous le même style de musique dans des salles aseptisées. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour éviter et sauver en fait, parce que les solutions viendront des territoires, je pense. Moi, j'ai une question qui a valeur de réflexion. C'est par rapport aux mesures sanitaires qui avaient été mises en place avant le deuxième confinement. On a vu une évolution. Moi, je pense au CHAM parce que c'était là où j'allais le plus souvent, juste avant les 2 mois qui ont précédé le deuxième confinement. On a vu l'évolution des normes sanitaires, où petit à petit, on devait être que 6 à table, où on ne devait pas stationner devant le bar pour pas justement que ce soit fluide. Tout ça. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des chiffres, on a des résultats de ces mesures sanitaires? Est-ce que avoir mis ça en place, ça a permis non seulement d'avoir une vie festive qui était un peu altérée, mais qui était quand même là, et en même temps de ne pas propager plus le virus? Parce que du coup, selon moi, la solution, elle se trouve là. C'est arriver du coup à lier les deux. Comment faire justement pour pouvoir ouvrir, avoir une scène culturelle et en même temps ne pas propager plus le virus? Des mesures sanitaires avaient été mises en place pour ça. Et du coup, je me demande, est-ce que vous avez, vous, des chiffres sur ça? Est-ce que ça a été pertinent ou pas? Il n'y a pas tellement de chiffres. Et puis, je vais même aller plus loin. Et soi-disant, qui regardent là, par exemple, on sait, le gouvernement s'est pas mal basé sur une étude américaine qui mettait en cause les bars dans la propagation du virus. Après, cette étude-là, moi je l'ai regardée, c'est pas du tout ce qu'il en a été dit au niveau des médias. C'est-à-dire qu'en fait, il prenait un certain nombre de personnes positives et négatives. Par exemple, il prenait 100 personnes positives et 100 personnes négatives. Il faisait un sondage sur les 100 personnes positives. Où est-ce que vous avez attrapé? Qu'est-ce que vous avez fait ces tant de derniers jours? Et il y avait un certain nombre qui disaient on est allé dans un bar. Voilà. Et le nombre de personnes qui ont répondu on était dans un bar était 2 fois plus nombreuses que les personnes qui étaient négatives. Donc, conclusion, le gouvernement a dit il y a 2 fois plus de chances de choper le virus dans un bar, ce qui est archi faux. Si tu as 2 personnes qui sont positives sur 100 et que tu en as 4 qui sont positives sur 100, donc dans les personnes positives, et que tu en as seulement 2 qui sont dans les négatives, ça fait le double. Et ça ne veut pas dire que tu as 2 fois plus de chances de choper le virus dans un bar. Et rien ne prouve non plus que ces 4 personnes-là, ils ont chopé le virus dans un bar non plus. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est que les études ne valent rien pour moi. Et ensuite elles sont lues et interprétées. Et voilà, elles ont fait les États-Unis à Paris, et puis ça a déjà changé. Et puis voilà, les mecs ils comprennent ce qu'ils veulent, quoi. Donc après, nous, ce qu'on demande, c'est juste une équité
C'est-à-dire que je parle pour les discothèques dans un premier temps. C'est-à-dire que tous les secteurs d'activité ont eu la chance d'avoir une ouverture sous un protocole sanitaire. Nous, ce qu'on demande, c'est juste ça. C'est-à-dire que c'est possible, avec un protocole sanitaire strict. Donc voilà, je pense que dans un premier temps, il faut oublier ce qu'on connaît des discothèques, le fait qu'il y ait 300 personnes sur 200 mètres carrés debout, voilà, je pense que ça, c'est pas envisageable pour l'instant. Maintenant, le protocole, il est discutable. Il a, comme Muriel l'a dit tout à l'heure, il a été validé par l'ancien gouvernement, qui était à l'époque Édouard Philippe. Il l'a validé. Manque de bol pour nous, le gouvernement a changé, donc le dossier il s'est mis sur un coin de table et puis il a été oublié, mais il a été validé. Et nous, les discothèques, ce qu'on aimerait, c'est ne serait-ce que la même chose que les autres, j'ai envie de dire, qu'on nous laisse essayer et qu'on nous laisse ne serait-ce que discuter pour pouvoir ouvrir, quoi. Une question que je me pose, ce serait pas, je sais pas, c'est une question comme ça, ce serait possible ou pas, selon vous, d'avoir, de dire on n'ouvre pas dans les milieux fermés, mais dans un milieu ouvert, par exemple, je sais pas, le Vogue ou la Suite ou le MOS, dire voilà, vous ouvrez pas dans votre lieu là, mais on prend un parc et le temps d'une soirée, voilà, ça, c'est la soirée de cette discothèque-là qui fait sa soirée, ce qui permet à chacun de pas être collé, d'avoir un accès à l'air libre et ensuite, voilà, de tourner ou quelque chose comme ça. Ça a été une des principales un des principaux arguments du gouvernement, le fait que ce soit fermé. Mais cet argument, il est complètement faux parce que les discothèques, c'est un classement, si tu veux, c'est un établissement, un ERP de type P, et on est les seuls, je dis bien les seuls, à avoir un protocole, une restriction au niveau de la VMC qui fait que l'air est renouvelé tous les, je ne sais pas combien, c'était un marine. Toutes les 8 minutes, l'air est renouvelé. Donc voilà, ce qu'il disait était complètement faux parce que voilà, il disait que dans les stations de métro, voilà, les gens, leurs arguments étaient complètement bidons parce que les gens ne se rendent pas compte, mais une discothèque répond à des normes extrêmement strictes et notamment au niveau de. Mais bon, voilà. Après, on a entendu aussi un politique qui disait que dehors c'était possible parce que il y avait moins de risques sanitaires, mais sauf que nous, on a un extérieur, c'était pas possible non plus d'ouvrir à l'extérieur, quoi. Et ce que je voulais dire là, c'est pas tant pour l'air, c'est juste la place. Si on fait ça, par exemple, on dit le parc Jules Ferry, on prend les 2 tiers pour refaire une soirée d'une discothèque. C'est juste pour que les gens puissent faire la fête sans être. Peut-être que c'est plus ça le problème. C'est pas tant l'air qu'on respire, c'est plus le fait qu'on soit. Il était également dans le protocole, cette idée, parce qu'il y avait nous on a droit à 4 personnes pour 3 mètres carrés, et puis le but c'était de réduire cette jauge-là, effectivement pour limiter le nombre de personnes et puis que ce soit plus espacé, quoi. Donc remplacer temporairement, éventuellement, et investir des lieux extérieurs, ne serait-ce que temporairement, pour pouvoir combler au moins en partie le manque à gagner déjà des longs mois de fermeture. Il y a Didolphine donc, qui suit la conférence. Elle dit qu'apparemment, on pouvait dépister des gens en 15 minutes aujourd'hui après test. Alors pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des tests à disposition des discothèques pour l'entrée, pour permettre la réouverture finalement des établissements? Elle dit qu'en Italie, ces tests sont déjà en place. Merci de ta participation. C'est l'étude que comment on met ça en place réellement. Alors, ce serait peut-être à négocier effectivement avec les associations étudiantes, parce que ces tests-là, la particularité, c'est que c'est que des soignants ou des étudiants en médecine qui peuvent les faire. Ok. Donc voilà, et puis sachant que quand tu arrives à 23h, il y a une organisation à trouver autour de ça, si ça se mettait en place. Après, est-ce que les gens viendront s'ils doivent se faire tester? Je n'en sais rien. Il y a aussi cet inconnu-là. Donc voilà. Et Alessio, sur ce que tu disais, ça nous a été proposé, ça. Ça nous a été proposé, alors pas dans un parc, mais ça nous a été proposé au Chorus de Vannes, que toutes les discothèques se rassemblent, ou alors qu'on fonctionne un peu à tour de rôle.
Sauf que l'effet pervers de tout ça, c'est qu'on est quand même hyper contrôlé. Et que quid de comment ça se passe si ça se passe pas bien, quoi. Parce que nous, au MOS, on peut accueillir 600 personnes. Le chorus de Vannes, il peut en accueillir bien plus. Donc voilà, il y avait plein d'inconnus auxquels on n'a jamais eu. Donc voilà, et puis c'est pareil. Après, je reviens sur ce que disait Frédéric tout à l'heure sur le fait de se rassembler. Nous, on a appris à se connaître avec cette crise. Les autres patrons de discothèques, on ne les connaissait pas. Moi, quand ça nous a été proposé, c'était encore compliqué de pouvoir le faire, quoi. Parce que comment on s'organise, comment on fait, comment on gère si on fait une soirée avec 15 patrons de discothèques qui organisent une seule soirée. Enfin, ça paraissait un peu. C'était difficile à gérer à l'époque. Est-ce que ça le sera toujours l'été prochain si jamais on n'est pas ouvert? Je ne sais pas. Et les terrasses, est-ce que c'était pas. Enfin, là, c'est plus pour les cafés, les restaurants, là. Donc moi, je suis allé à Paris, j'avais rencontré le président des barbares parisiens, Île-de-France. C'était quand? Ça devait être au mois de septembre, octobre. Et quand on a eu le droit là, d'ouvrir des terrasses, il m'a dit autant il y a des gens vraiment qui jouaient le jeu, hein, qui fermaient à l'heure, 5 minutes avant, qui évacuaient les gens, qui rangeaient la terrasse, et autant à côté, il y a des gens, c'était un grand n'importe quoi. Et ils en ont profité vraiment pour remplir le tiroir caisse. Et il a été vraiment surpris d'abord que les pouvoirs publics, ni la municipale, ni la BAC, ni la nationale ne sont intervenus. On sait qu'à Rennes aussi, c'était similaire, c'est-à-dire il y a des gens qui jouaient le jeu, des gens qui ne jouaient pas le jeu. On aurait sanctionné les gens qui ne jouent pas le jeu. Je crois qu'aujourd'hui, les bars ils seraient toujours ouverts et on aurait des terrasses. Donc on a laissé peut-être pourrir un peu cette situation, on s'est appuyé là-dessus pour dire, vous voyez, ça ne peut pas marcher. Mon fils, il va dans les bars avec ses amis et il m'a dit, il va dans des bars où voilà, les protocoles étaient respectés, avec les tables à l'extérieur, et les jeunes faisaient même attention, et 10 mètres ou 20 mètres plus loin, ça ne marchait pas du tout. Donc à un moment, il y a quand même une défaillance des pouvoirs publics de laisser faire, alors que tu ne joues pas le jeu, tu es sanctionné et tu reviens dans 15 jours. Et du coup, la première défaillance, c'est ceux qui n'ont pas joué le jeu, d'abord, quand même. Oui, mais il y a une règle. C'est ceux qui n'ont pas respecté la règle, quand même, qui sont les premiers défaillants. D'accord, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui la fasse respecter, cette règle. Je suis d'accord. Mais non, mais tu dis les premiers, c'est les deuxièmes, quoi. Les premiers, c'est ceux qui ne l'ont pas respecté. Bien sûr. Et comme tu dis, parce que pour la partie, en tout cas, hors discothèque, hein, évidemment, mais pour la partie bar et restaurant, les terrasses ont réglé le problème sur 6 mois de l'année et ont permis d'avoir une activité quasi normale. Y compris pour ceux qui respectaient les règles. Hein. Ceux qui ont respecté les règles ont fait des bonnes saisons. Il n'y avait pas besoin de ne pas respecter les règles pour que ça ne fonctionne pas. Voilà. Après, là où il y a eu de l'abus, c'est qu'effectivement, les discothèques qui étaient fermées ont été transférées sur certaines terrasses en fin de soirée, quoi. Et c'est là que c'est pas acceptable, parce que je me mets à la place des discothèques qui voient ce qui se passe là, alors qu'eux sont fermés, et que dans le même temps, il n'y a effectivement pas eu de contrôle ou quoi que ce soit. Là, il y a beaucoup à redire, ça c'est sûr. Mais bon, ça serait aussi à la profession à un moment donné de se regarder dans les yeux et de se dire que quand on se retrouve dans cette situation-là, peut-être que pour certains qu'on déconne, c'est toute une profession qui est pénalisée aussi, quoi. Donc voilà, faut aussi qu'on balaye devant, je me mets dedans, hein, qu'on balaye devant notre porte, quoi, aussi. Après, il y a des décisions prises dans le gouvernement, mais il y a pas ils n'ont pas vraiment les moyens de les faire respecter, quoi. Ouais, oui. À Lorient, il n'y a pas non plus 150 flics au mètre carré pour vérifier que tout le monde joue le jeu, quoi, et sanctionner ceux qui ne le jouent pas. Donc il y a des décisions très ambitieuses prises, mais du coup, s'il n'y a pas les moyens en face, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a eu Je pense qu'il y aura des décisions politiques à prendre, bien sûr. En fait, le souci qu'on a dans ce genre de situation, c'est comme dans le monde de l'entreprise, c'est que on oublie vite. Alors ça, normalement, on ne devrait pas oublier, hein, mais en général, on oublie vite. Et après, une fois qu'on va être reparti, on va oublier effectivement de prendre du recul sur ce qui s'est passé. Et c'est là que ça va se jouer, en fait. Parce que là, aujourd'hui, trouver des solutions court terme, à partir du moment où on n'a pas d'éléments scientifiques,
c'est difficile. Par contre, il y a peut-être des pays ou des régions ou des pays qui ont beaucoup mieux géré que nous. Il faudra apprendre de ça pour que la prochaine fois, on soit un peu plus près. Alors après, il y a toute l'histoire de la gestion de l'hôpital et de la politique de l'hôpital, c'est encore notre débat. Mais en tout cas, nous, qu'on aille voir sur d'autres pays comment ils ont géré cette situation. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'a parlé aujourd'hui d'un reportage qu'il y a eu en Corée ce week-end qui est passé sur la Corée, apparemment qui a fait des choses particulières pour la gestion du Covid, qui a permis à l'activité en tout cas de continuer. Donc, je ne l'ai pas vu, donc j'en parle comme ça. Et puis je pense qu'après, donc ça c'est politique, et après il y a notre profession. La profession va devoir se retrouver aussi à un moment donné pour se dire les choses aussi et faire que la prochaine fois, si on définit des règles, que tout le monde les respecte, quoi. Parce que ça n'aura peut-être pas évité la totalité du confinement, mais ça aura en tout cas peut-être permis de continuer l'activité un petit peu plus longtemps et de moins fragiliser l'économie des établissements, quoi. Je pense que les gens auraient plus respecté les règles s'ils avaient et même établi ces règles, s'ils avaient été sollicités pour les établir. Ouais, c'est possible. Ouais, vu comme quelque chose d'aberrant, décidé par au-dessus et qui a complètement déconnecté du réel en fait. Sur les terrasses, quand même, c'est les bars qui ont réclamé longtemps. Ils se sont battus pour pouvoir agrandir les terrasses, pour pouvoir empiéter sur les places de voitures. Donc, c'était presque une victoire de la part. Les mairies ont joué le jeu d'ailleurs. Voilà, de pouvoir le faire. Et il y a eu très, très peu de sanctions finalement. On a plutôt laissé pourrir la situation aussi, peut-être du côté des pouvoirs publics, en se disant on les laisse continuer comme ça parce que bientôt on va siffler la fin de la récréation. Et les musiciens, alors Evelyne et Victor, concert à venir, on ne vous a pas concert de soutien en différé, virtuel. Ça, il y a plein de. Qui a dit d'idées, mais... qui a joué devant des gens assis? C'est toi, Victor? Moi aussi, oui, par exemple. Donc, c'est pas du tout le même feeling. Ça veut dire qu'il y a moins de monde et tout le monde est assis. Tout le monde est assis, ouais. Ça bouge un peu comme ça des épaules J'ai même vu assis avec un masque. Ouais. La personne était assise, elle avait obligation de mettre le masque. Je trouve. Et en plein air. Hein. Je me dis, voilà, c'est un peu fort quand même. Mais ça vous paraît quelque chose vers quoi on peut aller, le concert assis ou Après, moi, s'il n'y a pas le choix de faire des concerts assis, je le ferai volontiers, justement pour soutenir les bars et puis les boîtes de nuit. Clairement, j'irai jouer. Ça me fera plaisir déjà d'ailleurs de jouer, même si les gens sont assis, c'est moins drôle, mais ça me fait plaisir de jouer. L'ambiance, dans ce cas-là, tu joues pas du hardcore. On évite. Moi, j'ai le même ressenti, hein, c'est que j'ai envie d'utiliser le terme de survie, quoi. C'est histoire pour aider justement, comme disait Elvin, les établissements dans lesquels on peut faire des concerts. Nous aussi pour continuer d'exister parce que c'est pas évident non plus. On n'est pas fermé, mais on n'est pas ouvert non plus. Enfin, on peut faire des vidéos sur Internet, ça va 5 minutes, quoi. Mais après, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent spécialement. Les live streams, il y a eu quelques aides avec la SACEM, mais c'est pas. Voilà, nous, on a sorti un album en avril, par exemple. Ah, vache. Pareil, on avait le bon timing. On était connectés à l'ouverture du MOS. Okay. Mais voilà, et du coup, je crois qu'en ligne, on en a vendu peut-être une dizaine, voilà. Ouais. Alors que plutôt en concert, on en vend à peu près, je sais pas, une trentaine par concert, peut-être quelque chose comme ça. Ça dépend du monde. Mais du coup, forcément, là, on se retrouve avec plein d'albums sur les bras parce qu'il n'y a pas de vie autour de ça, quoi. Donc, en termes de solutions, il faut voir. On a joué cet été pour le Candy Pub. Voir si c'est quelque chose qui est bien à refaire ou pas. Moi, je le referai dans l'idée de survie, voilà, de plaisir forcément beaucoup moins, parce qu'effectivement, il y a ces contraintes qui sont quand même pesantes en fait. C'est aussi ça quand je parlais, il y avait un malaise un peu tout à l'heure quand je parlais de selon les départements ou quoi, et en fait, je sais plus ce que je dois faire non plus, quoi. Quel est mon rôle à ce moment-là? Est-ce que je dois dire allez-y, on s'amuse? Ah non, pas trop, stop, attendez, ou voilà. Et on n'est plus dans la c'est difficile d'avoir une dimension de culture ou d'artistique quand on est autant enfermé par des contraintes, des risques, des peurs, des angoisses d'un tel qui se comporte mal, enfin bon,
Mais je pense que là, c'est quand même peut-être malheureusement, peut-être pour l'été, là encore, quelque chose qui se profile. Voilà et après c'est vrai que les gens ne se bousculent pas pour nous appeler alors qu'habituellement, là, on a peut-être, 80 de l'agenda de l'été, la saison 2021 qui est rempli alors que là, c'est, je dirais 10-15 quoi. Voilà, on a très peu de les gens attendent, même Lauriane ne m'a pas appelé encore. Tu peux rappeler le nom de ton groupe? Le nom du groupe, moi, c'est French Touch, NZ. The French Touch NZ parce que Ok. on s'est formé en Nouvelle-Zélande. Ah, d'accord. Et Elvin, tu as un nom de DJ? C'est The Butcher. The Butcher. The Butcher, ouais. Ah ouais. Ça marque déjà Le style. la tendance. En tout cas, je voulais revenir sur les solutions. Clairement, les solutions, c'est fermer les boîtes de nuit et les bars, c'est pas la solution. Car encore aujourd'hui, j'ai vu aux infos qu'il y avait encore eu une soirée de 300 personnes. En fait, ça n'empêchera jamais les gens de faire la fête. Et justement, peut-être d'ouvrir les bars et les discothèques, ce serait peut-être bien pour pouvoir juste contrôler la fête aussi, peut-être. Mais je pense que Plus encadré, ouais. plus encadré, ça peut-être mieux de le faire comme ça que d'entraîner une privation et les gens vont faire n'importe quoi derrière. C'est Vincent, tu m'avais dit quelque chose comme ça. Vincent, il me semble que tu m'avais dit quelque chose comme ça, que vous êtes des professionnels en fait de la fête et que vous savez comment faire pour justement éviter les risques et tout ça. Et que laisser les professionnels faire, ça éviterait plein de dérives et ça éviterait justement ces soirées clandestines. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai pu voir que je connais pas mal de monde qui en font dans des appartements. Et je pense que c'est plus risqué de faire ça que si on avait des bars ouverts et que c'était autorisé de faire des soirées là, encadrées avec des normes, des règles, tout ça. Ce serait peut-être justement une solution de sortir. Enfin, comment dire? C'est d'ailleurs fou. C'est une évidence, entre guillemets. On doit le répéter, entre guillemets. Ça prouve une fois de plus que les gens qui prennent les décisions n'ont aucune notion des réalités. Quand je voyais, notamment à Rennes, on en parlait tout à l'heure, les bars qui fermaient à 22h et penser qu'à 22h, les gens vont rentrer chez eux, se coucher, c'est stupide. Et quand je voyais ça, et quand on était allé monter une action là-bas avec les discothèques, et quand je voyais que la mairie de Rennes organisait des soirées étudiants au même moment, ils avaient voté un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour organiser des soirées étudiantes, quand les bars avaient un couvre-feu à 22h. Après, c'est ce qu'on s'est tué à le dire au gouvernement, que les discothèques, les fermer, c'était pas une solution et c'était même pire que les laisser. Nous, on l'a vu au parc Jules Ferry, à partir de 2h du matin, quand les bars fermaient, il y avait parfois 200, 500 personnes. Il y a même une soirée où ils ont monté carrément un système son dans le parc. La police passait devant, il se passait absolument rien. Hein. C'était la fête, voilà. Et penser qu'en ouvrant les discothèques, en fermant les discothèques, à 2h du matin, les gens vont rentrer sagement chez eux se coucher, c'est stupide. C'est stupide. Ça prouve bien que les gens, ils savent pas ce que c'est que la réalité, parce que c'est d'une évidence. Mais tout le monde, que ce soit dans le parc Jules Ferry, au Grand Théâtre, il y avait du monde partout. Les gens se plaignaient, ceux qui ont des bateaux au port de Lorient, là, ils se plaignaient parce qu'il y avait plein de monde, c'était le bordel, etc. Mais c'était évident. C'était évident que ça allait être le bordel. Et des bagarres. Et des bagarres partout. On voit la police, on la voyait tous les week-ends. Police, pompiers dans le parc Jules Ferry, on le voit tous les week-ends. Tous les week-ends. Donc voilà, au bout d'un moment, il va falloir nous laisser parler, nous laisser envisager de monter un projet avec eux, hein, comme il a été fait avec les discothèques il y a quelques années avec le sida, les accidents de la route, etc. On a su monter des projets et des solutions avec le gouvernement. Et là, il faut juste nous laisser faire parce qu'eux, clairement, ne savent pas faire. David, veux-tu ajouter un mot on approche de la fin de notre échange sur ce que tu as pu entendre sur des alternatives Non, mais sur le travail pédagogique et le discours à avoir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que nous, on a toujours prôné le fait que fermer plus tôt était une erreur parce que la fête aura toujours lieu.
quelle qu'elle soit, que ce soit en extérieur, en Airbnb ou à domicile. Et de fait, le discours, c'est bien de dire que vous êtes des professionnels. Et donc, les premiers gestes barrières se font dans vos établissements. On sait très bien qu'il y a 10-15%, mais comme dans tout secteur d'activité, de professionnels qui ne jouent pas le jeu. Et donc, passer ces 10-15%, laissons bosser et bien bosser les 85-90%, parce que vous êtes les premiers dans le monde de la fête, de la nuit et de la culture, parce que je mets aussi les salles de concert et les festivals aussi, bien entendu, dedans, que si vous êtes ouvert, ça se passera mieux que si la fête est totalement free et qu'il n'y a pas d'encadrement sur ces questions-là. L'entrée des territoires, on revient dessus, l'entrée des territoires peut vraiment être bien pour la question de régulation. Je donnerai l'exemple de la commission Covid qui s'est montée à Nantes et qui se donnait rendez-vous une fois par semaine, le jeudi, pour faire un point sur ce qui se passait bien, ce qui ne se passait pas bien, notamment les jeudis, vendredis, samedis. Et ça permettait d'alerter des lieux qui auraient pu être un peu débordés sans le vouloir, et d'adapter aussi les piétonisations et les extensions de terrasses. Voilà, il y avait un point avec l'ensemble des professionnels, donc les syndicats, les associations de commerçants, Culture Barbare, et ça permettait de faire un lien avec les professionnels du CHR, et je pense sincèrement que ça a aidé. La preuve en est, c'est que les fermetures à minuit 22h sont arrivées très tard sur Nantes. Donc c'est une solution aussi de se mettre autour de la table, de discuter et de prévenir plutôt que de sanctionner tout de suite. Ouais, mais je pense que c'est réellement créer du lien qu'il faut faire. Raison, Créer du lien entre les acteurs des mêmes secteurs et créer du lien aussi avec avec tous les autres acteurs, parce que finalement on fonctionne tous, on est tous imbriqués, quoi, que ce soit le CAFPONS, il y a les fournisseurs, il y a le fournisseur, il y a les producteurs, enfin, donc en fait on est tous dans la même chaîne, quoi. Et c'est sûr que ça, enfin, pour maintenant et pour l'avenir, je pense que c'est effectivement, faut créer du lien, quoi. C'est important. Bien, merci à tous. Je pense qu'il faut que nos politiques prennent plus conscience du poids de notre activité, en fait. Parce qu'on parlait tout à l'heure, il y a tout un travail de communication à refaire sur notre profession au sens large pour qu'on soit un peu plus respecté qu'avant de décider de fermer un samedi soir à 22h, de dire à 20h, on va fermer les restaurants et les bars à 22h, 4 heures plus tard. Il faut qu'ils soient conscients des décisions qu'ils prennent pour l'emploi, parce qu'on pèse beaucoup d'emplois. Comprendre que vous n'êtes pas juste une variable d'ajustement, en fait. Ouais. Non. Exactement. Nous, on a eu l'occasion de rencontrer Alain Griset, le ministre des TPE-PME, au mois d'octobre. Je veux dire, on en est encore au mois d'octobre à essayer de déterminer ce que ça regroupait l'événementiel, quoi. Parce qu'en fait, ils savent toujours pas combien il y a de professions, qu'est-ce qui relève de ce secteur, quoi. C'est-à-dire que même déjà au niveau des ministères, il n'y a pas d'interministériel sur ces secteurs-là. Oui, non, complètement. Cloisonné complètement par activité. Cloisonné, c'est surtout qu'après, effectivement, la crise, elle permet aussi de montrer les limites d'un système, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans des cases avec des codes APE. Bien sûr. Et finalement, à quoi correspondent ces codes APE, à quel grand secteur, de quel grand secteur ils dépendent, en fait, finalement, ils ne savent pas. Au niveau des décideurs publics, je pense aux maires, et notamment aux maires, plutôt que les députés, comment dire, je ne connais pas du tout les relations, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais on n'est pas trop allé dans le sujet. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, justement? Parce que les maires, pour le coup, ce sera un super vecteur de propositions. Ils sont censés être un peu écoutés, surtout s'ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'a le collectif Barbare avec le maire de Lorient, de Vannes ou des métropoles, comment ça se passe? Certains maires, tu as dû entendre dire que certains maires avaient pris des arrêtés pour que les petits commerces puissent ouvrir dans leur commune. Et voilà, vraiment pour marquer le coup, puisque 2 jours après, il y avait des contre-arrêtés, puisque l'État avait décidé. Donc 2 jours après, il fallait que
les choses rentrent dans l'ordre. Je ne crois pas David enfin, il a pu se traverser la France vraiment en long, large, en travers pour rencontrer les adhérents du collectif et parfois certains maires. Je ne sais pas si les maires collaborent avec les ministères et vice-versa. Non, mais Alessio, je te rejoins, ouais, parce que nous, c'est vraiment l'idée que l'entrée municipale, en termes d'accompagnement de la vie nocturne, notamment, c'est la bonne entrée. Il va y avoir, dans certaines mairies, plus de travail, plus de pédagogie à avoir, parce qu'il y a des postures, des fois, qui sont figées et qu'on a du mal à faire déplacer. Mais le fait de bosser avec le premier responsable du territoire, qui est le maire, nous, c'est vraiment l'entrée sur laquelle on bosse régulièrement. Avec des succès, d'autres moins. Mais ça, c'est voilà, c'est un travail à faire sur le moyen long terme. Voilà, il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Non, je pense que Est-ce que tu mets un petit morceau hardcore, Elvin, J'ai pas ma platine là. T'as pas un petit bonsoir là je pense qu'il faut aussi, il y a une chose quand même qui est importante, c'est redéfinir aussi qu'est-ce qu'est un commerce essentiel. Parce que le terme non essentiel, je pense que personne n'a compris. Et puis il est dur. Il est violent. Celui-là, il fait non mal. seulement il est violent, mais tu vois, là par exemple, je prends mon cas actuellement. Tu vois, je viens d'avoir un chien qui a mangé mon manteau, si tu veux, et j'ai plus de manteau. Un chien, c'est pas essentiel aussi. Hein. Ouais, voilà. Alors, si tu veux, je peux pas m'acheter de manteau. Si tu veux, voilà. Par contre, Ça montre avec les poils du chien. C'est ce que j'allais dire. Et je peux acheter un pack de coca, un pack de, enfin voilà, des choses qui sont carrément pas essentielles, quoi. Donc voilà, je pense que le terme non essentiel, il est aussi à revoir parce que quand je vois ça, je trouve ça, voilà, si on parle au sens littéral du non essentiel, enfin essentiel, voilà, ils vendent des pâtes et du riz, quoi, je veux dire. Et puis voilà. Je te rassure, Vincent, nos chers députés ont mis un certain temps au sein de l'Assemblée nationale avant de pouvoir déterminer ce qui était essentiel de ce qui ne l'était pas. Et ils ont mis beaucoup de temps parce qu'ils n'étaient pas d'accord. D'accord. Ah oui, bah oui. Et c'est fou quand même qu'on n'ait pas laissé la possibilité aux commerçants essentiels eux-mêmes de dire bah non, de se justifier en disant bah non, nous on est essentiel. Enfin, je ne suis pas sûr que vous ayez une voix au chapitre pour, sur ce sujet-là, vous déterminez vous-même comme non essentiel. Non, ils n'ont pas eu le choix, c'est sûr. On n'aura pas demandé leur avis de se définir comme essentiel ou pas. Bon, bah merci, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Merci Muriel d'avoir proposé de rapporter. C'est important qu'on puisse synthétiser au moins les échanges. Il va y avoir 30-35 débats toute la semaine. Je pense qu'il en sortira quand même quelque chose. Je crois qu'il y a quand même aussi des choses sympas qui ont été dites ce soir. Hein. Il faut travailler ensemble. C'est vrai qu'il faut se serrer les coudes parce qu'on a le sentiment qu'on ne nous fera pas de cadeaux. Et donc, pour faire face et pour se sentir fort, voilà, il faut être ensemble, c'est sûr. Surtout chez les indépendants qui sont plus fragiles et les petites structures qui sont plus fragiles. Et ce besoin-là de se retrouver, de travailler ensemble pour essayer de parler à l'unisson, c'est un gros travail quand même sur lequel il va falloir travailler assez vite. Merci beaucoup. Hein. Merci encore Marine pour cette initiative. Merci aux participants d'avoir prêté leur concours. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un verre à la main. Hein, entre un peu discothèque. Avec grand plaisir. Artisanale du côté de Lorient et qu'on finira sur un set du Butcher. Hardcore. Hein, pour fêter le retour à la vie normale en fait. Ah bon, on l'attend celle-là. Alors voilà, mais j'espère que ça. On attend le monde d'après surtout. Ouais. Pour l'instant, il ne donne pas envie. Hein. Ouais, ben rendez-vous très bientôt hein, pour la suite. On reste en contact et
Et puis, bah, lâchez pas l'affaire. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Courage à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.